Bonjour Irénée, est-ce que tu peux te présenter et nous parler de ton parcours? Bonjour, je m'appelle Irene De Guidi, je suis italienne et je fais une thèse à l'UMR-SPO pour obtenir le grade de docteur en microbiologie et biotechnologie au sein de l'Institut Agro Montpellier. J'ai commencé ma carrière à l'université à les sciences vétérinaires et après j'ai changé d'avis parce que j'ai compris que j'aimais beaucoup la biologie et j'aimais beaucoup rester au labo. Et du coup, j'ai changé et j'ai obtenu le grade j'ai fait une licence en sciences biologiques. Et après, j'ai continué avec le master en sciences, non, en biologie cellulaire et moléculaire. Tu as fait tout ça en Italie? Oui, En Italie, c'est le même système qu'en France, licence, master, doctorat? oui. Sauf D'accord. que le master, on l'appelle, on a des différents noms. Mhm. En fait, les masters, c'est une chose que tu fais après les masters, comme vous l'appelez en France. Et c'est 2 ans après ton parcours de bac plus 5. D'accord. Mais oui, le système, c'est le même. Avant, c'était pas le même. Avant, on avait des parcours entiers de 5 ans, juste après le lycée. D'accord. Et donc après ton master? Après mon master, je voulais faire une thèse. Et du coup, tout d'abord, j'ai essayé de rester en Italie, dans ma comfort zone. Mais après, j'ai compris que je voulais faire autre chose ailleurs. Du coup, j'ai dit, si je dois quitter ma ville de naissance, je veux aller ailleurs, vraiment. Du coup, je me suis rappelé des thèses Marie Curie, parce que ma thèse, c'est dans le cadre d'un projet européen. Et en fait, première année de mon master, j'étais en conférence, c'était la Euraccess Tour, où en fait, il présentait ce genre de thèses, ce genre d'expériences à l'étranger. Et on a eu des témoignages d'une thésarde qui faisait sa thèse à Catane, ma ville de naissance. Et du coup, j'ai dit, bon, c'est ça que je veux faire, c'est ça que je veux obtenir. Et du coup, j'ai essayé, j'ai eu la chance d'être pris à Montpellier, que c'était ma première choix, parce que quand tu fais ces genres de demandes, tu peux donner comme une liste de lieux où tu veux aller, plutôt bien sûr un lieu pour les sujets, pas pour le lieu. La ville. Et moi, j'ai eu la chance d'être pris par ma première choix à Montpellier. Et du coup, c'était mon rêve et je suis contente de faire une thèse Marie Curie. Super. Et alors, tu fais quoi? C'est quoi le sujet sur lequel tu travailles? Alors, le programme, c'est un ITN et s'appelle Aromagenesis. Et du coup, on est 13 doctorants. Et on travaille sur les levures de vin et de bière pour développer de nouvelles levures pour améliorer les arômes de vin et bière. Moi, en particulier, je travaille sur les composés soufrés et en particulier, j'essaie de clarifier la génétique derrière la production des composés soufrés, en particulier sur la H2S, les sulfures d'hydrogène. Que c'est un composé qui est produit par la cellule, mais en œnologie n'est pas trop bien vu parce qu'en fait, il donne des mauvais arômes au vin. Et du coup, on essaie de baisser le plus possible la production d'H2S. Et pour faire ça, on doit trouver des cibles génétiques sur lesquelles travailler. D'accord. Et comment tu fais pour trouver ces cibles génétiques? Alors, vu que la production d'H2S, c'est un caractère dit multigénique, ça veut dire qu'il y a plusieurs gènes qui sont responsables de la production, on fait une cartographie QTL. La cartographie QTL, c'est Quantitative Trait Loci. C'est un outil statistique qui nous permet de faire une liaison entre les phénotypes qu'on observe et les génotypes qu'il y a derrière. En fait, on crée une population de beaucoup de levures à partir de 2 parents qui ont en général un phénotype différent. Du coup, ça veut dire qu'ils produisent
pour les phénotypes en question, c'est la production d'H2S. Oui. Donc on a cherché 2 parents qui produisaient différentes quantités d'H2S. On les a croisés. On a produit une population de filles et fils. Et qui, comme des frères et sœurs, ils se ressemblent, mais pas complètement. Et du coup, on a fait un phénotypage. On a mesuré l'H2S produite par presque une centaine de levures. Et on a cherché les caractères en commun dans les groupes qui produisaient moins d'H2S et les groupes qui produisaient plus d'H2S. Comme ça, on peut dire peut-être que si tous les groupes qui produisent pas d'H2S ou pas beaucoup d'H2S ont un caractère génétique en commun, peut-être que ça peut être responsable de la faible production d'H2S. Et la même chose pour les groupes qui produisent beaucoup d'H2S. Et une fois qu'on a trouvé un gène ou un allèle lié au phénotype, tu fais quoi? Et après, il faut tout d'abord vérifier que cet allèle c'est vraiment responsable, du coup, qui nous permet de baisser ou augmenter la production d'H2S. Et après, ça sera la cible génétique pour faire on l'appelle par exemple pour backcrossing. Du coup, ça veut dire que tu vas croiser plusieurs fois la souche, la levure qui a ce caractère avec l'autre levure de la couple de départ pour faire hériter, pour faire hériter les caractères souhaités. D'accord. Parce qu'on peut pas travailler, on peut pas donner au marché des boissons, des levures OGM. Et du coup, c'est ça la façon naturelle d'introduire des caractères qu'on veut dans des levures. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, comme on ne peut pas produire des OGM pour mettre les allèles que tu as identifiés dans une nouvelle espèce, vous êtes obligé de passer par des backcross. Oui. Voilà. Oui. C'est en faisant plusieurs croisements, on pousse l'introduction d'un allèle dans un fond génétique souhaité. D'accord. Tu disais que tu faisais partie d'un projet global Aroma Genesis où vous travaillez tous sur les arômes du vin et de la bière. Est-ce que les autres font aussi ce type d'approche avec des QTL, des choses comme ça, ou il y a des approches diverses? Il y a des approches diverses. On peut faire par exemple de l'évolution expérimentale. Il y a un groupe qui travaille sur l'évolution expérimentale. Ça veut dire que tu mets sous pression naturelle une levure pour faire développer par exemple une résistance à l'éthanol, un haut niveau d'éthanol. Sinon, non. Moi, je suis la seule qui est spécifiquement sur les QTL, même s'il y a un groupe à Manchester qui travaille aussi sur ça. Tu dis qu'il y a un groupe à Manchester. Vous êtes répartis partout en Europe? Oui. Les partenaires, alors on est la France, l'Espagne, l'Irlande, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Allemagne et la Belgique et la Danemark. D'accord. Je crois savoir que dans ces types de gros projets, vous avez beaucoup de projets communs à faire entre les doctorants, que ce soit des choses qui ne sont pas forcément de la recherche pure, mais de la communication, des choses comme ça. Est-ce que tu peux m'en parler? Oui. Alors, l'idée d'un ITN, ITN, c'est un acronyme pour Innovative Training Network. Du coup, innovative, ça veut dire qu'on fait de l'innovation dans la science et dans l'industrie. Training, c'est parce que nous, on est des chercheurs et premières étapes. Du coup, il faut nous apprendre des choses. Du coup, on fait des ateliers, on se voit on essaie de se voir une fois par an au moins. On fait des formations soit scientifiques, par exemple en biologie moléculaire des levures, ou on a fait des formations en bioinformatique ou en communication scientifique et en data managing. D'accord. Et network, parce qu'on est un réseau de chercheurs, professeurs et doctorantes qui interagissent tout le temps. D'accord.
Tout ça, c'est des choses qui se rajoutent au parcours classique d'un doctorat. Est-ce que votre doctorat, il est plus long ou c'est même plus dense? Non, c'est pas plus long malheureusement, mais c'est beaucoup plus dense. D'accord. Parce qu'ils sont des thèses du niveau un niveau européen. Du coup, déjà l'idée, c'est qu'il n'y a aucune personne qui fait son doctorat dans son pays de naissance ou au moins dans son pays où elle a passé le parcours universitaire. D'accord. Du coup, on est tous étrangers à l'étranger. Donc, vous êtes tous des étudiants dans des pays dont vous ne maîtrisez pas forcément la langue. Oui. Et vous avez, en plus du travail scientifique classique de tous les doctorants, toute cette couche supplémentaire de networking et de training. Au final, toi qui vis là-dedans, est-ce que tu trouves que c'est une force, c'est intéressant, ou en fait c'est une charge de travail quand même trop forte, et comment tu trouves l'équilibre là-dedans? Quand tu postules pour une thèse Marie Curie, tu es au courant de la charge. D'accord. C'est pas une thèse comme les autres. Mais moi, je trouve génial parce qu'il te force vraiment à te développer au niveau personnel, au niveau culturel, au niveau scientifique, bien sûr. Pour moi, ça m'a apporté beaucoup de choses. D'accord. Donc toi, tu es plutôt contente de tout ça, en fait? Oui. D'accord. Oui. C'est dur, mais je suis très contente. Merci. Je voudrais te poser d'autres questions plus à toi directement. Donc je pose toujours les mêmes questions, et la première, c'est toujours la même, c'est est-ce qu'il y a quelque chose dont tu es déjà fière dans ta carrière, dont tu es très satisfaite d'avoir réussi quelque chose? Ben, déjà, sortir de ma comfort zone, c'était pas du tout facile. J'ai essayé de faire mes études ailleurs, mais je suis jamais arrivée. Parce que c'était au niveau personnel, je ne pouvais pas. Et je suis arrivée dans un pays où je ne connaissais pas du tout la langue, zéro. Et du coup, déjà, apprendre une troisième langue européenne, pour moi, c'est déjà une source de fierté. Oui. Je me suis intégrée plutôt bien dans un pays qui n'est pas le mien. Et j'ai connu beaucoup de gens qui m'ont fait grandir. D'accord, merci. À l'opposé de ça, je demande aussi, parce que je trouve que c'est intéressant de partager ça, une erreur ou un échec, quelque chose qui a été difficile à vivre? Moi, j'ai tendance à procrastiner. D'accord. Et j'ai procrastiné beaucoup dans ma vie. Et en fait, je regrette un peu le temps que j'ai perdu dans plusieurs étapes de ma carrière, de ma vie en général. Mais je dis ça maintenant avec un peu de recul parce que sur le moment, pour moi, c'était le bon choix. D'accord. Et je trouve qu'en général, les décisions qu'on prend hier, ils t'aident à devenir la personne que tu es aujourd'hui. Mm-hmm. Du coup, oui, si je pouvais refaire certaines choses, peut-être... Tu le ferais autrement? Oui, plus vite. D'accord. Mais sauf si je peux garder la connaissance et l'expérience que j'ai aujourd'hui. Très bien. J'aimerais aussi savoir si dans ton travail de recherche, tu vois quelque chose qui t'enthousiasme, où tu te dis ce truc qui va arriver, j'ai envie de travailler dessus, ça a l'air super intéressant. Alors, plutôt que la recherche, moi j'aime beaucoup l'enseignement. Oui. J'aime beaucoup transmettre mes connaissances et former les jeunes. Et ça, c'était depuis toujours. Et de temps en temps, je l'oublie. Mais heureusement, de temps en temps, je les découvre encore. D'accord. Et est-ce que tu as eu l'occasion, justement, durant ton doctorat, de faire de l'enseignement? J'ai fait des cours de TP, que c'est des travaux pratiques, du coup, en laboratoire, avec des étudiants des licences, et licence 2 et licence pro. D'accord. Et après, on a beaucoup de stagiaires, plusieurs stagiaires au labo. Et j'ai eu un stagiaire à moi, personnellement, pour 2 mois. Et c'était vraiment satisfiant de pouvoir expliquer les choses à quelqu'un qui rentre dans ce monde-là. D'accord. Et donc, si je comprends bien, pour la suite de ta carrière, tu aimerais aller plutôt vers enseignant-chercheur? Oui. Que chercheur pur? Oui. D'accord. J'aime bien faire les deux. Et ça existe aussi, le statut enseignant-chercheur en Italie et le statut chercheur? Est-ce qu'il y a les deux statuts comme en France ou c'est différent? Oui. Parce qu'en fait, on a les chercheurs qui, beaucoup de fois, ils donnent des cours à l'université,
Sinon, tu es professeur, mais tu as aussi un labo à gérer des étudiants. Sinon, si tu es plutôt dans des instituts de recherche, tu es chercheur pur. D'accord, donc comme en France en fait. Oui. Pas de problème. Oui. Très bien. J'aime aussi demander, est-ce que tu aurais une recommandation, on va dire culturelle entre guillemets, à nous conseiller, un film, une série, quelque chose que tu aimes bien et que tu regardes par exemple en ce moment Alors, dans ce moment, par rapport aux séries, je suis en train de voir The 100. Oui. C'est un peu sci-fiction, mais je trouve que c'est joli, surtout la dernière saison. D'accord. Sinon, au niveau culturel pur, je vous conseille, quand vous voyagez, allez visiter toujours un musée d'histoire naturelle ou des sciences et technologies. En particulier, moi, j'ai visité le musée Deutsches Museum à Monaco de Bavière. C'est le plus grand musée de sciences et technologies du monde. Et il y a une grosse cellule eucaryotique pour rentrer dedans et tout, pour voir tous les organelles. Ah, intéressant. Et est-ce que tu es allé à visiter à Paris le Muséum d'histoire naturelle, par exemple? Alors, je ne crois pas. J'étais à Paris juste une fois quand j'étais un peu plus jeune, avec mes parents. Et je ne crois pas qu'on était là-bas. C'était plutôt vers l'art et Disneyland. Je comprends. Mais alors, je te le conseille. C'est vraiment un très beau musée d'histoire naturelle. Très bien. Et pour terminer, si des gens, après cette interview, veulent te contacter et discuter avec toi, c'est quoi le moyen le plus efficace? Alors, j'ai un compte Twitter. D'accord. Sous le nom de IDGuidi. Ok. Et sinon, sur le site de l'UMR-SPO, vous pouvez trouver dans l'onglet doctorante, mon profil avec ma thèse et les liens sur du site web du projet aussi. D'accord. Du projet Aroma Genesis. Oui. D'accord. Très bien. Ben, merci beaucoup, Irénée. Merci à toi.